Les professionnels du BTP tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme. La situation du secteur de la construction se dégrade encore plus aujourd'hui avec la crise sanitaire. Le gouvernement veut attirer les investisseurs et porteurs de projets étrangers sur le Caillou, une mission confiée au dispositif Choose New Caledonia. La campagne du FLNKS pour le référendum, avec un premier mercredi du oui à l'indépendance, place du Mouaka à Nouméa, un espace dédié à l'information des jeunes. Le secteur du BTP lance un cri d'alarme au gouvernement. Les professionnels s'inquiètent du manque de visibilité dans leur secteur qui était déjà dans une situation dégradée avant Covid. Jeannette Péché ici. Le secteur du BTP dans une situation catastrophique, alerte la Fédération calédonienne. La crise du Covid n'a fait qu'accentuer sa descente. Depuis 2012, le chiffre d'affaires et la masse salariale du BTP ont baissé de 40%. Stéphanie Amstutz-Ariegui, secrétaire générale de la FCBTP. Une situation qui se dégrade d'année en année, puisque depuis 2015, on a quand même perdu, je crois, 3000 salariés. Il n'y a pas vraiment de relance pour le secteur, avec une augmentation des liquidations judiciaires, des entreprises en difficulté, des pertes d'emplois. Donc il suffit de prendre les chiffres de l'ISEE, avec un quatrième trimestre 2019 à 5900 salariés. Juste, je rappelle qu'on est quand même au deuxième trimestre 2020. Et qu'on a certainement perdu d'autres salariés en cours de route. Les professionnels du secteur s'inquiètent. Ils avancent selon eux sans aucune visibilité. La relance du BTP, ça se prépare. C'est un secteur qui nécessite de gros investissements et des investissements humains pour s'adapter aux ouvrages à construire. Donc c'est un secteur qui a vraiment besoin de visibilité. Et aujourd'hui, on n'en a absolument aucune. Quand un bureau d'études a un projet sur la table, en général, les travaux démarrent 1 an après. Aujourd'hui, les bureaux d'études n'ont rien sur la table. Rien. La FCBTP demande que le gouvernement se dote d'un responsable grand projet. Nous, le secteur de la construction, on ne ressent pas de véritable accompagnement. Les projets qu'on nous a annoncés il y a 2 ans, où sont-ils ? On manque, je pense, d'attention. Une demande d'audience a été faite au gouvernement sans aucune réponse de sa part pour l'instant. Sur la relance de l'économie calédonienne, justement, la nouvelle stratégie du gouvernement est de faire venir et d'attirer les investisseurs et porteurs de projets étrangers en Nouvelle-Calédonie. Martine Nollet. Choose.c est le projet initié par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en partenariat avec les provinces Sud et Îles, avec cette ambition de renforcer l'attractivité économique. La province Sud a mis en place le bureau des investisseurs avec pour responsable Isabelle Laran. Ça va être vraiment de mettre en relation les bonnes personnes et de faciliter toutes les démarches. C'est-à-dire que le gouvernement, à travers Choose New Caledonia, va vendre l'attractivité du territoire, mais une fois qu'il y a des investisseurs qui arrivent et qui veulent voir des projets, qui veulent aller un peu plus loin dans les démarches. L'idée, c'est d'avoir tout de suite les bons interlocuteurs, de les accompagner, une espèce de service client VIP très personnalisé. Du côté de la province des Îles, le projet est déjà inscrit dans une feuille de route. Chérifa Linossier, chargée de mission à la province des Îles. L'idée, c'est de mutualiser en fait nos réseaux pour aller capter des investisseurs étrangers vers les projets et flécher vers les projets, en tout cas pour notre part, vers les projets des îles Loyauté. Accompagner les investisseurs dans le circuit complexe de l'administration pour faciliter leur démarche. Philippe Blaise, premier vice-président de la province Sud. On accompagne les gens dans leur rendez-vous avec l'administration, on va les présenter à la mairie, on va les présenter à la direction des affaires économiques, on les présente à tous les partenaires, de façon à ce qu'ils perdent le moins de temps possible et surtout les aider à vraiment surmonter ces obstacles administratifs qui peuvent vraiment être un frein. Alors, l'enjeu il est fondamental, tout le monde sait bien qu'aujourd'hui le nickel n'est plus ce qu'il était avant, il est donc essentiel, vital pour la Calédonie qu'on aille chercher de nouvelles activités à l'extérieur. Il y a l'agroalimentaire, il y a le numérique, il y a les énergies renouvelables, il y a le tourisme, mais il faut aller chercher à l'extérieur ces gens qui ont développé ailleurs, dans d'autres pays, des concepts qui marchent et ces concepts, les importer ici, créent des emplois pour les jeunes Calédoniens. Le site internet choose.c est consultable dès maintenant.
La suspension des vols réguliers et la quatorzaine à l'arrivée maintenue encore 3 mois. Jusqu'au 24 octobre, seules quelques liaisons avec Paris et Sydney seront programmées. Les passagers souhaitant entrer sur le Caillou devront toujours rester à l'hôtel 14 jours pour éviter tout risque de propagation du coronavirus. Une règle qui s'appliquera aussi aux observateurs internationaux du référendum du 4 octobre. Thierry Santa, le président du gouvernement. Tout ça est d'ores et déjà planifié. On estime effectivement à 300 personnes, à la fois les délégués de l'État qui vont venir en Nouvelle-Calédonie, les représentants de l'ONU qui vont également être présents à l'occasion de ce référendum, les représentants du Forum des îles du Pacifique, quelques journalistes. Toutes ces personnes sont estimées à peu près à 300 et devraient arriver au mois de septembre pour pouvoir respecter la quatorzaine à l'hôtel, comme tout le monde, avant de pouvoir participer donc le 4 octobre au référendum. Il n'y aura pas de régime dérogatoire pour ces personnes-là? Il n'y aura aucun régime dérogatoire. Thierry Santa, président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, invité de la matinale ce mercredi, elle répondait à Charlotte Mestre. Lancement aujourd'hui du mercredi du 8, place du Mouaka à Nouméa, un espace d'information dédié aux jeunes, acté lors de la dernière convention du FLNKS réunie samedi à Dambéa. Ce rendez-vous se tiendra tous les mercredis jusqu'au 23 septembre, la dernière semaine avant la date du second référendum le 4 octobre. Louis Omou, secrétaire de l'association Jeunes Kanaki Monde. C'est plus pour sensibiliser les jeunes à l'importance par rapport au 4 octobre. Parce que comme vous le savez, au premier référendum, on a obtenu 43 ans pour le premier référendum. Et c'est cette jeunesse qui a fait ce premier score de 43 lors du premier référendum. Pour le second référendum, on l'espère dépasser. Enfin, on souhaite obtenir les 50%, d'où l'importance d'interpeller la jeunesse de l'ensemble du pays pour obtenir cette victoire lors du deuxième référendum. Louis Omou, secrétaire de la JKM, au micro de Clarisse Watoué. C'était l'occasion aussi pour les jeunes de venir vérifier s'ils figurent bien sur la liste électorale spéciale de consultation et à quel bureau de vote ils sont inscrits. Dans un tout autre domaine, la passerelle de la mangrove à Ouémo continue de faire polémique. L'association SOS Mangrove, qui avait attaqué le projet de passerelle, a été déboutée vendredi dernier par le tribunal administratif, mais les défenseurs de l'environnement n'ont pas l'intention de baisser les bras. Coralie Cochin. La grogne des militants ne porte pas sur la passerelle entre le parc de Sainte-Marie et la presqu'île de Ouémo. Elle concerne la deuxième passerelle à l'intérieur même de la mangrove. Monique Lorfanfan, présidente d'SOS Mangrove. C'est dans la mangrove, c'est là qu'ils vont abattre sur 50 mètres et 200 mètres carrés de palétuviers qu'on veut à tout prix préserver puisque ils ne se reproduisent plus, ils sont stériles. Nous, on leur avait proposé un autre passage où il y aurait beaucoup moins d'impact, où ils ne veulent pas, même envisager puisqu'ils n'en parlent pas du tout. Même au jugement de vendredi, ça n'a même pas été évoqué. Pas de commentaire du côté de la mairie. Le projet initial est maintenu, même si le tracé retenu doit traverser et donc détruire davantage de palétuviers. Un choix qui étonne Cyril Marchand, professeur de sciences de la terre et de l'environnement à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et spécialiste des mangroves. Le trajet sélectionné n'est pas le trajet le plus court. Et donc à partir du moment où il y a une alternative, on voit difficilement l'intérêt de détruire ces palétuviers. La spécificité de Ouémo, c'est que c'est un fond de baie assez enfermé. Donc les échanges avec le lagon sont limités. C'est une mangrove qui est sensible. Et les arbres qui vont être rasés, c'est effectivement une espèce hybride qui ne se reproduit pas par elle-même. SOS Mangrove n'a pas dit son dernier mot. Elle compte poursuivre son combat, toujours sur le terrain judiciaire. On termine avec les jeunes en licence sciences pour l'ingénieur option énergie et développement durable. Une licence lancée par le CNAM, établissement d'enseignement supérieur dédié à la formation professionnelle, et parrainée par Enercal. Ils sont 15, tous titulaires d'un BTS. Parmi eux, Dylan Metoua et Bruno Lucien. J'ai décidé de participer d'abord pour me construire un socle de connaissances solides sur les énergies, pour pouvoir participer à la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie et faire face aux défis, défis mondiaux, face au réchauffement climatique et l'augmentation de la pollution. J'envisage de poursuivre un master, mais dans les pays australiens, anglo-saxons. Pourquoi tout d'abord franchir la barrière de la langue, qui est l'anglais, qui est très important dans notre domaine.
Et pourquoi l'Australie? Parce qu'on possède le même climat et je pense que les matières qui nous proposera en master sera plus adaptées à notre climat à nous Calédoniens. J'ai choisi de faire cette licence parce que c'est un secteur qui bouge beaucoup, qui évolue vite et comme je ne savais pas trop quoi faire après le bac, j'ai fait un BTS un peu général. Et étant assez polyvalent, j'ai choisi cette licence parce que je pense qu'il y a beaucoup de débouchés ici en Calédonie. Et comme j'aimerais rester ici, je pensais que c'était une bonne idée. Des propos recueillis par Natacha Cognard-Lassos et Laura Chintu. À l'issue de cette formation d'1 an, les élèves pourront poursuivre leurs études en métropole ou en Australie pour effectuer un master lié à la transition énergétique ou au contrôle électrotechnique. Ce journal se termine. Merci de votre écoute. Bel après-midi sur La Première.